Dans ce chapitre, on va parler des tests, pas n'importe quel test, des tests réutilisables et automatisables. Alors, le premier constat, c'est que quand on fait du logiciel, d'ailleurs quand on fait n'importe quelle activité d'ingénierie, il faut tester. Le test est indispensable. Donc quand on fait du logiciel, c'est pas parce que ça compile que ça marche, mais indépendamment du langage. Donc on a besoin de tester. Dans l'organisation de projets classiques, historiquement, on faisait comme ça. D'abord on développe, et en dernier lieu, on teste, on débug. Donc le point positif, c'est qu'on fait le test, donc ce qui est indispensable pour produire quelque chose de qualité. En revanche, les problèmes, on les découvre trop tard, tard dans le cycle de vie, et ça peut être catastrophique pour le projet. Si on a construit quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides, et donc le test va révéler des faiblesses qui nécessitent de reconstruire des choses en profondeur, donc on dérive, on dérape au niveau délai, au niveau coût. Une autre manière d'organiser les projets informatiques, c'est une organisation en boucle. Donc on développe, on teste, on débug, on corrige, et on retourne au développement, on fait une petite itération, on fait des tests, etc. Donc c'est des petites étapes qui se succèdent les unes après les autres. Du coup, on teste fréquemment, et assez tôt dans le projet, dans le cycle de vie du projet, on commence à tester. Ce qui fait que ça permet de détecter très vite des problèmes s'il y en a. Et comme on teste au fur et à mesure, on évite les régressions. On détecte les régressions, les éventuels changements qui font que le logiciel, quand certaines fonctionnalités qui étaient opérantes avant ne le sont plus, suite à des modifications. Et du coup, bah, on les corrige avant d'aller plus loin. Donc on est en qualité croissante. Le problème de cette approche-là, c'est que c'est lourd. Donc à chaque fois, on arrête, on teste, etc. C'est lourd, pourquoi c'est lourd? Parce que les tests sont faits manuellement. Donc on arrête et puis on donne l'équipe de développement va sortir le logiciel et puis tester les différents cas de figure, elle va aller cliquer aux différents endroits, envoyer les commandes aux bons endroits, etc. pour couvrir la totalité du logiciel. Ça, c'est vraiment lourd, fastidieux. Du coup, comme on fait de l'informatique, on est en train de contrôler des ordinateurs pour qu'ils fassent des choses pour nous. Pourquoi ne pas automatiser les tâches manuelles comme le test? Et donc, en fait, l'intérêt, c'est que si les tests manuels sont lourds à faire, les tests automatisables, ben, une fois qu'on les a construits, ben, on peut les répéter à volonté sans effort. Un autre point en faveur des tests automatisés, c'est qu'ils évitent les régressions. Parce que quand on fait des tests manuels, vu que c'est fastidieux, ben, on fait souvent des oublis, des impasses, et donc des régressions sont possibles. On est plus faillible que la machine, au moins à ce niveau-là, quand ça devient répétitif. Bon, en revanche, pour faire des tests automatisés, il faut une infrastructure, il faut des outils, il faut des librairies, souvent appelées XUnit, avec X remplacé souvent par les initiales du langage. Alors donc, idéalement, dans un projet informatique bien construit, ça fait partie de la démarche agile de gestion de projet. Donc, on va faire des tests réutilisables et automatiques. Donc, on va exprimer le cahier des charges sous forme de tests qui vont permettre de vérifier que le contrat est bien rempli et permettre de mesurer l'avancement du projet. Et, en troisième lieu, d'écrire le code le plus simple. Parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit le code, on lance les tests et puis on arrête de rajouter du code quand la fonctionnalité est réalisée, quand le test est réussi, quand le test nous dit que c'est bon.
Le test réutilisable et automatique favorise la qualité croissante du code. Ça, on en a parlé parce qu'on évite la non-régression, on évite. Ça veut dire quoi la régression? Ça veut dire que quelque chose qui marchait avant ne marche plus. Qu'on avait corrigé un bug et puis finalement, on a fait une modification qui a fait que ça réintroduit le bug. Donc, ce qui fait que l'utilisation des tests automatisables et réutilisables permet une amélioration fiable du code. On peut modifier le code et puis être sûr qu'on va en qualité croissante. Ce qui marchait avant continue de marcher. Et puis également, le fait d'avoir des tests automatisables et réutilisables, cela simplifie l'intégration. On peut faire une intégration quotidienne. Il y en a même qui poussent le vice jusqu'à construire packager le logiciel, le mettre carrément prêt à installer par les clients à chaque intégration. Et en fait, l'intérêt, c'est que non seulement on teste chacune des fonctionnalités du logiciel, mais on teste aussi l'intégration ou l'impact des changements faits par des développeurs sur une partie du logiciel sur les autres parties du logiciel. Donc ça favorise le travail en équipe. Alors, maintenant, on va parler de développement dirigé par les tests, ou en anglais, Test Driven Development. L'acronyme, c'est TDD. Alors, c'est quelque chose qui vient de l'extreme programming, des méthodes agiles en général. Une petite parenthèse sur l'extreme programming, dont l'acronyme, c'est XP en anglais. Donc, l'idée, pourquoi ils ont appelé cette démarche extreme programming, ou programmation extrême, c'est parce que l'idée, c'est de pousser à l'extrême les bonnes pratiques. Par exemple, tester, c'est bien, mais on va tester tout le temps. Donc, c'est ce genre de choses. Travailler en équipe, c'est bien, alors on va travailler tout le temps en équipe. Donc, c'est une méthode agile de gestion de projet. C'est quelque chose qui est indépendant du langage, qu'il soit objet ou pas d'ailleurs, avec l'objectif, comme toute démarche de gestion de projet, c'est de tenir les délais, garantir la qualité, de tenir le budget. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers le site www.extremeprogramming.org ou la page Wikipédia sur le manifeste agile et notamment les 12 principes. Alors, je continue avec Extreme Programming juste pour situer un peu les tests là-dedans. Ils ont quelques règles. La première, c'est d'écrire des scénarios clients. Donc l'idée, c'est qu'à partir du cahier des charges, on va écrire des petits scénarios avec le client pour décrire des cas d'usage. Mais des petits cas d'usage, pas des bouts de cas d'usage, disons. Pas une utilisation complète du logiciel, mais plutôt l'utilisation d'une facette du logiciel. Donc on va avoir une batterie de scénarios. Et donc avec le client, on va identifier les priorités. Donc quels sont les scénarios, quelles sont les facettes du logiciel finalement qu'il veut voir en priorité, développer en premier. Et l'équipe de développement va analyser ces scénarios d'usage fournis par le client, et puis en fonction de leur expérience, ils vont estimer le délai pour produire la nouvelle fonctionnalité. Deuxième règle dans Extreme Programming, donc le travail par équipe, en fait c'est pousser très loin, donc on est extrême, c'est au point de dire, bah oui, travailler en binôme c'est bien, mais en fait on va tout le temps travailler en binôme. On va avoir 2 développeurs par machine. Et en plus, donc ça permet donc l'intérêt d'avoir 2 développeurs par machine, c'est-à-dire qu'il y a 2 paires de yeux qui regardent le même code à un instant donné. Il y en a un qui a la tête dans le guidon, il est en train de. Celui qui est au clavier. Donc il a une vision très très court terme. Et puis l'autre, il a un peu plus de recul fatalement. Donc il a une vision d'ensemble et puis il peut penser à des choses que son binôme a oubliées. Et l'autre élément dans ces binômes-là, ils sont changeants. On n'est pas tout le temps avec le même, mais en fait on tourne. On n'est pas tout le temps devant le clavier, des fois on est en retrait, et puis on n'est pas toujours avec la même personne. Ce qui fait que
jeunes développeurs apprennent avec les seniors. Ceux qui ont travaillé sur une facette du projet vont travailler sur une autre facette du projet, ce qui fait que tout le monde a une connaissance globale du code produit, ce qui permet de prémunir le projet si jamais il y a quelqu'un qui est malade ou s'il y a un départ, on ne perd pas l'expertise. L'expertise, elle est partagée entre tout le monde. D'ailleurs, le code, il est partagé à tout le monde. N'importe qui, a priori, si on prend l'approche extrême, bien sûr, l'extreme programming, n'importe qui peut modifier n'importe quelle partie du code du projet. Parce que tout le monde est mis sur un pied d'égalité et tout le monde a le droit d'aller modifier les choses et même l'obligation d'aller modifier des choses si en passant, quelque part, on a les liaisons de code, il dit tiens, là, ça a été mal écrit, par exemple. Et puis de toute façon, on a le filet de sécurité qui sont les tests. Justement, les tests réutilisables et automatisables, ça c'est l'autre brique fondamentale dans Extreme Programming. Ce qui donne confiance aux développeurs dans la réalisation du logiciel. Donc ils peuvent aller modifier, et donc là le fait de partager du code, le fait de changer de partie du projet sur lequel on travaille, ben, en fait ça permet de donner confiance aux développeurs. Ils peuvent, enfin, le fait de changer c'est stressant, et le fait d'avoir les tests, ça permet de réduire ce stress-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent, la batterie de tests va pouvoir être lancée, exécutée de manière automatique, sans coût humain, et on va voir si les changements qu'on a faits ont un impact négatif ou pas. Et donc ces tests-là, ils utilisent le framework XUnit, enfin la famille de framework XUnit. L'autre facette de l'Extreme Programming, c'est l'intégration continue. On utilise Jenkins, Travis ou autre. Et puis l'itération, donc c'est du développement itératif par boucle, comme on en a parlé au début. Donc l'idée, c'est que toutes les 2-3 semaines, on fait une boucle de planification. Donc on va choisir quel bout de scénario, quel sous-ensemble de scénario client on va traiter durant l'itération ou le sprint, ça s'appelle aussi un sprint. Ensuite, ce sous-ensemble de scénario client, on va le coder, on va le produire, le réaliser, donc le, le rendre disponible, disons. Et en bout de cycle, en bout d'itération, on fait une rétrospective, on analyse le processus, le projet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, dans une logique d'amélioration continue. Et donc on constate des choses qui n'ont pas marché et on va revenir sur le processus et on va l'améliorer. Et donc l'approche de gestion de projet dirigée par les tests, c'est que une fois qu'on a choisi le scénario client qu'on va produire, la première chose qu'on va faire, c'est écrire le test. Donc on va traduire le scénario d'usage en un test, et puis on va commencer à débugger. Et puis si par hasard le test réussit, c'est-à-dire que la fonctionnalité est opérante, donc on a enfin, la tâche, la réalisation du scénario est considérée comme finie. Bon, sinon, on fait les développements nécessaires et puis on débug, on continue à modifier le code jusqu'à ce que le test réussisse, jusqu'à ce que le test soit validé. Et puis dans ce cas, on passe au scénario suivant, on écrit le test et ainsi de suite. Donc c'est des petites étapes comme ça. Et donc on teste fréquemment, ce qui permet de détecter les erreurs assez tôt, les problèmes assez tôt, et bien sûr éviter la régression. Donc quand on a fini de développer et qu'un test est réussi, on va l'intégrer et ça va lancer la batterie de tests complète. Et donc c'est comme ça qu'on évite les régressions. Et donc avant de passer au coup suivant, en fait on va vérifier que tous les tests sont opérationnels. Bon, généralement ce qui se passe, c'est que les développeurs en fin de journée, ils remontent tous les tests, ils poussent tous les tests, enfin tout leur code vers le serveur d'intégration qui va fonctionner le soir pendant que les développeurs se reposent. La machine, elle travaille pour eux, elle teste
elle fait l'intégration, elle lance la batterie de test, et puis le lendemain matin, ils ont le rapport des erreurs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les tests qui ont échoué, qu'est-ce que les modifications de la veille, qu'est-ce qu'elles ont eu comme impact négatif, s'il y a des problèmes, on va les corriger, donc c'est la première tâche de la journée, on corrige les bugs, enfin les bugs, les problèmes d'intégration, hein, finalement, dus au code produit la veille, et puis après on attaque d'autres scénarios. Donc, exemple, on va partir de démarche de développement, on va partir des spécifications. Donc imaginons, je prends quelque chose de très simple, c'est je veux développer un ensemble, la notion d'ensemble. Donc un ensemble, ça a 4 propriétés. Enfin, prends juste 4 propriétés en tout cas dans cet exemple. C'est qu'un élément ajouté à l'ensemble va appartenir à l'ensemble, logique. Un élément ajouté plusieurs fois à l'ensemble n'apparaît qu'une seule fois. Si un élément supprimé de l'ensemble, il n'appartient plus à l'ensemble. Et puis si on essaie de supprimer un élément qui n'existe pas, ben, cela doit se passer en silence, ne doit pas avoir d'erreur. Et donc, pour ça, on doit créer une sous-classe d'une classe particulière qui s'appelle TestCase d'un framework de test. XUnit, c'est un ensemble d'outils et d'une bibliothèque de classes. Donc on crée une sous-classe, donc on crée du code qui va tester le code qu'on va développer. Donc on crée une sous-classe de TestCase avec un champ qui, qui va correspondre qu'on appelle ensemble, en fait, qui va référencer une instance de la classe des ensembles qu'on est en train de créer. Il nous faut aussi une méthode d'initialisation qui s'occupe de créer cet ensemble-là et l'affecter au champ ensemble qu'on a défini avant. Et puis, on va définir 4 méthodes de test, une pour chacun des petits scénarios, hein, de l'exemple au-dessus, donc c'est par rapport à l'ajout d'un élément qui appartient à l'ensemble ou pas, ou la suppression. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va lancer les tests, et les tests vont forcément échouer parce que la classe ensemble n'existe pas, donc on va créer la classe ensemble, on va pouvoir exécuter les tests, on va voir que il y a des méthodes qui manquent, on va les compléter. D'abord, l'idée c'est qu'on fait à chaque fois le pas minimal pour avancer. Donc il manque une méthode, on va juste créer une méthode vide. Et puis on relance le test, et puis on voit si ça suffit. Si ça ne suffit pas, il faut ajouter, ajouter le code minimum, quitte à faire des méthodes qui retournent des constantes. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe, aussi simple que ça. Donc l'idée c'est d'avoir le code minimum qui fait réussir les tests, et puis on recommence jusqu'à ce que tous les tests soient réussis. Et donc en fait, donc la démarche de développement, c'est on crée une méthode de test, on exécute les tests, on modifie là où les classes qui sont concernées par le test, et puis on répète les étapes 2, 3 jusqu'à réussir les tests, tous les tests. Et donc là se pose la question de dire, bah oui, vous faites la méthode agile, mais c'est bien, mais quand est-ce qu'on fait de la conception? En fait, la conception, elle est intégrée au process parce qu'on raisonne en 3 étapes. Donc, la première partie, c'est make it run. C'est-à-dire, il faut que ça marche, c'est tout. Donc, quel est le code minimal pour faire réussir le test? On réfléchit vite fait à la conception, en passant, hein, on n'y passe pas 3 heures. Donc, c'est plutôt les réflexes de développeurs, les bonnes pratiques, on essaie de les appliquer. Et puis, il faut que ça marche. Et une fois que le test est réussi, là, on va se poser et puis on va réfléchir sur la conception, dire est-ce que c'est bien conçu, est-ce qu'on peut améliorer. Là, le fait de travailler en binôme, c'est intéressant, c'est que justement, celui qui est en arrière-plan, le binôme qui est en arrière-plan, il va se rendre compte des erreurs de conception et puis les améliorer. Et puis les signaler, qui permet d'améliorer la conception. Et puis, donc là, c'est le make it right. Et puis, une fois qu'on a modifié, fait les modifications, on relance les tests pour s'assurer que on n'a rien cassé, que l'amélioration de la conception s'est faite sans, tout en garantissant les fonctionnalités développées. Et puis,
In fine, en dernier lieu, si nécessaire, si les performances ne sont pas satisfaisantes, là, on procède à l'optimisation. On va maintenant regarder les tests réutilisables et automatisables dans le contexte de Pharo. Alors, dans le cadre de Pharo ou de Smalltalk en général, le XUnit, la librairie qui correspond à Smalltalk pour XUnit, c'est SUnit. Hein. J'avais bien dit que XUnit, c'est une famille de librairies, d'outils de test, et donc le X est remplacé par l'initiale du langage. On est dans Smalltalk, donc c'est SUnit. Alors, chaque cas de test, c'est une sous-classe de test case, ça je l'ai déjà dit. Un test, c'est une méthode préfixée de test, donc le début du nom de la méthode commence par test, forcément. Les méthodes permettent de vérifier les invariants, donc chaque méthode va utiliser des méthodes de SUnit pour vérifier les invariants. Et puis les ressources manipulées par les tests, comme plusieurs tests, sont initialisées dans une méthode qui s'appelle setup. Et puis s'il y a lieu de libérer des ressources, on va les libérer avec teardown. Et donc là, ce couple setup teardown, ces deux méthodes, elles sont appelées avant, enfin setup avant chaque test et teardown après chaque test. Donc, ce qui permet à chaque fois de partir d'un environnement propre. Comme ça, les tests ne s'impactent pas les uns les autres. Exemple. Donc je reprends mon exemple d'ensemble et je vais écrire la classe de test de l'ensemble. Donc, j'avais dit que je vais sous-classer testCase. Donc je vais définir la classe testEnsemble qui hérite de testCase, qui a pour champ ensemble. La méthode setup, elle se contente de créer une instance de la classe ensemble que je suis en train de développer et l'affecte au champ ensemble. Et puis là, j'illustre un exemple de test qui s'appelle test unicité. Donc l'idée, c'est que quand on ajoute un élément plusieurs fois, il apparaît qu'une seule fois. Et donc je crée une instance d'une classe, je prends personne, je vais l'affecter à la variable temporaire élément, je dis que la taille attendue c'est 1, j'ajoute mon élément plusieurs fois, et ensuite je vais vérifier que mes deux assertions, la première assertion c'est que l'ensemble inclut mon élément, c'est la méthode includes, donc j'appelle la méthode includes sur l'ensemble avec mon élément en paramètre, et puis j'attends un booléen, et assert va vérifier que le résultat de l'expression est vrai, est true. Si c'est le cas, le test est enfin au moins cette assertion réussit. Si c'est pas le cas, le test s'arrête avec un échec. Aussi, donc l'assertion réussit, on passe à l'assertion suivante. On va regarder si la taille de l'ensemble, donc la taille obtenue par size, là on appelle la méthode size sur l'ensemble, si elle est égale à la taille attendue, donc 1. Donc voilà, et donc là, si les deux assertions sont réussies, le test est réussi, le test est validé. Alors il y a différentes manières de vérifier les invariants. Donc il y a le assert avec la méthode assert qui prend une expression booléenne comme paramètre, le deny qui prend une expression booléenne. Deny, il fait l'inverse de assert. Assert, il vérifie que l'expression booléenne est true. Le deny, il vérifie que l'expression booléenne est false. On a des assertions d'égalité. Donc si on assert l'expression 1 equals l'expression 2, donc les deux expressions produisent des résultats égaux. On peut assert collection has same elements. On vérifie si la collection 1 a les mêmes éléments que la collection 2. Ou on assert si les deux collections sont égales en tout point. Pour vérifier les invariants, on a aussi des invariants de vitesse, de performance. Hein. Donc on peut vérifier qu'un bloc de code s'exécute en moins de x millisecondes. Donc là, should not take more than milliseconds, c'est fait pour ça. On peut aussi faire des assertions sur les exceptions. On peut s'assurer qu'un bloc lève une exception avec should raise. Donc should block raise, et on donne la classe de l'exception. Ou alors l'inverse, on s'assure qu'un bloc ne produit pas d'exception. Donc avec shouldn't
block, raise, et on donne la classe d'exception. Pour lancer, donc une fois qu'on a écrit les tests avec les assertions qu'il faut, on a un outil de test qu'on va lancer. Donc je vais faire une vidéo pour illustrer l'usage de ça. Donc vous trouverez dans la playlist des outils les vidéos qui montrent l'utilisation du test runner. Mais en gros, on sélectionne le package avec les tests et puis on a la batterie de tests. On clique sur Run Selected et on regarde le nombre de donc la partie verte là. En fait, là, ça me dit que tous mes tests, j'ai lancé 9 tests. Donc on en a runné 9 et on a 9 qui ont réussi. C'est pour ça que la couleur elle est verte. Sinon, s'il y avait un échec des tests, donc là je continue avec les couleurs. Donc si la couleur est verte, bah, tout est bon. Si c'est jaune, ça veut dire qu'on a certains tests qui ont échoué, donc il y a des assertions qui sont fausses, et donc on peut cliquer sur les tests qui ont échoué et les débugger. Et puis bah, si c'est rouge, c'est-à-dire qu'on a une erreur non prévue, typiquement une méthode qui n'a pas été implémentée, et donc on obtient la liste d'erreurs et on peut débugger bien sûr. Donc voici, avec ça, je finis le tour de la présentation de la notion de test automatisable, réutilisable, et comment les exploiter en pratique à travers les outils ou le framework et les outils de Xunit.